l'ouverture de ce symposium organisé en prélude à l'ouverture de notre 10e congrès ordinaire. Permettez-moi avant toute chose de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participantes et participants. Votre présence ici traduit votre attachement à une école publique sénégalaise forte, équitable et résolument tournée vers l'avenir. Camarades, la tenue de ce symposium à l'ouverture de notre 10e congrès n'est pas fortuite. Elle marque notre volonté de faire de ce congrès non seulement un moment statutaire, mais surtout un temps fort de réflexion stratégique et d'orientation. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est à la fois ambitieux et interpellateur. Quelle contribution de l'UDEN et, au-delà du mouvement syndical enseignant, dans la mise en place de la société éducative prônée par les autorités de la 3e alternance. Ce thème nous engage. Il nous interpelle sur notre rôle, notre responsabilité et notre capacité à peser sur les transformations en cours. Nous pensons que la notion de société éducative, aujourd'hui mise en avant par les autorités publiques, appelle une redéfinition profonde des missions et des responsabilités des acteurs de l'éducation. Elle suppose une implication accrue de l'ensemble des composantes de la société, une continuité éducative entre l'école, la famille et la communauté, une valorisation du capital humain comme levier central du développement. Mes camarades, cette ambition ne saurait se concrétiser sans les enseignantes et enseignants, sans leur engagement, sans leur expertise, sans leur dignité. Dans ce contexte où les autorités veulent dérouler une vision relative à l'éducation, l'UDEN ne peut être un simple spectateur. Conformément à notre histoire, nous nous voulons force de proposition, de veille et d'alerte. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous nous permettons d'interroger les orientations, d'analyser les réformes, de proposer des alternatives crédibles, mais de défendre les intérêts matériels et moraux des enseignantes et enseignants, tout en contribuant à l'amélioration du système éducatif. Camarades panélistes, notre histoire, celle du mouvement syndical, ne nous laisse qu'un choix: consolider la parole syndicale. Elle doit être plus structurée, mieux argumentée, plus fondée sur l'expertise, capable d'influencer les politiques publiques. Ce symposium est ainsi appelé à nous permettre d'harmoniser nos analyses, de converger vers des positions fortes et de bâtir une doctrine syndicale claire sur la question de la société éducative. Je me doute bien que vous avez mobilisé vos savoirs, vos expériences de terrain pour produire des contributions à la hauteur des enjeux. On peut le dire alors, ce symposium sera un véritable laboratoire d'idées au service de l'école sénégalaise. Je voudrais donc, en guise de conclusion, adresser mes sincères remerciements et félicitations aux camarades organisateurs, singulièrement à la commission scientifique, avec à sa tête le camarade Mandaou Mbaye, son rapporteur, le camarade Issa Faye, qui ont travaillé d'arrache-pied à l'organisation de cette rencontre. Aux experts et intervenants, dont M. le ministre Mamadou Ndoye, le modérateur et mentor de la plupart d'entre nous, merci pour votre disponibilité. En dépit de vos agendas respectifs chargés, vous vous êtes donné la peine d'être avec nous. Reconnaissance infinie et respect déférent à nos partenaires pour leur accompagnement,
je veux nommer le ministre de l'Éducation nationale et la SARVI, à laquelle il nous lie une vieille histoire. Vive le syndicalisme sénégalais, vive l'UDEN, vive l'école publique sénégalaise. Merci camarades pour votre aimable attention. Chers camarades invités au niveau national comme au niveau international, permettez-moi d'abord de vous saluer chaleureusement et de vous dire tout le plaisir que nous avons tous en tant que panélistes d'être parmi vous dans ces moments. L'une des questions essentielles qui est posée à notre thème, la société éducative, est qu'elle est d'une brûlante actualité. Brûlante actualité parce que au sommet mondial qui s'est tenu à New York le 19 décembre 2022, plus de 130 pays du monde, dont notre pays, se sont engagés à transformer leur système éducatif. 4 années après, où en sommes-nous au Sénégal? La deuxième chose, c'est les enjeux. Quels sont les enjeux de cette transformation? Ils tournent généralement autour d'un concept, la durabilité, qui a connu un glissement de la sauvegarde de l'environnement vers l'économique, le social, le culturel et l'éducatif. Aujourd'hui, ceci a inspiré une approche holistique du développement qui a été traduite dans les 17 objectifs du développement durable. L'éducation est au centre de ces 17 objectifs en tant que moteur de la dynamique globale. Au Sénégal, nous avons contextualisé aujourd'hui cette transformation qui se passe au niveau mondial en l'inscrivant dans la perspective nationale à travers les référentiels que vous connaissez tous, Vision Sénégal 2050, Stratégie de développement 2025-2029, New Deal technologique, Initiative NITE, Djub, Djubal, Djubanti et lettre de politique générale du secteur de l'éducation. C'est dans ce contexte qu'émerge le concept de société éducative qui oriente actuellement la politique de refondation de l'éducation au Sénégal. Qu'est-ce que recouvre ce concept? Qu'est-ce qu'il a d'innovateur en termes de changement de paradigme, de mission, d'orientation, de valeurs, de principes, de buts et de finalités pour l'éducation? Quelles sont les hypothèses et quels sont les axes stratégiques de changement qui permettent
d'assurer la transition de notre système classique d'éducation actuelle vers la société éducative. Quelles innovations impliquent cette transformation dans la planification, le pilotage, le financement et la gouvernance du système, mais aussi au niveau de l'école et de la classe, dans les processus pédagogiques, dans les processus d'enseignement-apprentissage, mais aussi dans les procédures organisationnelles et de gestion. L'importance de telles questions souligne l'attente que nous avons en direction de l'intervention du représentant du ministre de l'Éducation nationale, le professeur Abdoulaye Cissé, qui est ici présent. Nous espérons de son intervention avoir des réponses substantielles à de telles questions. Toutefois, je dois préciser que la notion de société éducative est un horizon partagé, parce que précisément, elle implique un dépassement des frontières traditionnelles de l'école, ce qui engage une responsabilité collective, donc la nécessité pour toutes les parties prenantes d'une appropriation et d'une participation active. État, collectivités, communautés, familles, secteur privé et je dirais de manière particulière les enseignants et leurs organisations syndicales et professionnelles. C'est dire que pour assumer cette responsabilité collective, la qualité du dialogue requis, autant au niveau du processus que des résultats, sera déterminante, car il s'agit d'une nécessaire co-construction. Kassa Diagne, qui est inspecteur de l'enseignement à la retraite, nous posera les enjeux d'un tel dialogue. Nous savons qu'un projet sans ressources risque le sort d'une utopie. Et la question du financement est une question centrale. Nous avons demandé à Cheikh Mbow, directeur exécutif de la COSIDEP, d'axer son intervention sur les défis de financement de la société éducative qui ne se limitent pas au volume de financement, mais qui concernent également les questions d'équité, de transparence, d'efficience et d'efficacité. En effet, la question de l'équité est centrale dans la société éducative. Elle soulève l'égalité des genres dans les différentes dimensions et à tous les niveaux, comme une exigence absolue. Madame Aïssata Dieng Kassé, dite Tanti, inspectrice de l'éducation, introduira les discussions à ce sujet. Mamadou Diop Castro, inspecteur de l'éducation, clôturera les interventions du panel
avec l'apport des syndicats d'enseignants à travers la solidarité et la coopération au niveau national, régional et international. Mesdames, Messieurs, chers camarades, ce symposium de l'UDEN nous offre à nous toutes et à nous tous, ici présents, une opportunité de participer activement à l'élaboration de la contribution du mouvement syndical enseignant à l'émergence d'une société éducative juste, inclusive et souveraine. Le mouvement syndical enseignant est fort de son histoire, de ses luttes et de ses engagements à travers le SUEL, le SPAS, le CES, le SUDES, le SAES, l'UDEN et d'autres encore présents aujourd'hui sur le terrain. Ce mouvement syndical démocratique a toujours été un acteur clé non seulement de la revalorisation de la fonction enseignante, mais aussi de la défense de la démocratisation de l'éducation et plus largement de la promotion du progrès et de la justice sociale dans notre pays. Il est donc légitime de se réjouir que l'UDEN porte très haut le flambeau de cette tradition de syndicalisme progressiste telle que l'illustre cette belle initiative prise pour nous faire participer activement à la définition des politiques éducatives. C'est le sens à donner à l'espace qu'il nous offre aujourd'hui, un espace de dialogue ouvert, de réflexion critique et de co-construction sur la refondation de l'éducation à l'ordre du jour dans notre pays. Je nous invite donc à des échanges riches de notre diversité et constructifs à la hauteur des enjeux qui dessinent le futur du Sénégal. Je vous remercie. Il faut reconduire le même modèle pour la société éducative. Tout le monde sait que vous devez descendre sur le terrain, écouter tous les acteurs, remonter les informations de la base au sommet et concevoir un document qui prendrait en charge les aspirations des uns et des autres. Sinon, nous allons tout simplement vers ce que nous avions l'habitude de voir, que notre doyen Castro a évoqué tout à l'heure. Il y a eu tellement de choses au Sénégal, mais malheureusement la coordination, la mise en œuvre pose toujours problème, parce que tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est toujours contre moi. C'est ça qui démotive les enseignants. Et cette réforme exige des moyens colossaux. Aujourd'hui, l'école souffre. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Le deal technologique est là. Excusez-moi. Nos écoles manquent de tout. Il n'y a pas de connexion Internet. Il n'y a pas d'électricité. Il y a des abris provisoires. Et si nous voulons engager ce vaste chantier, nous devons pêcher, chercher des financements conséquents pour pouvoir réussir ce pari. Je vous remercie. Camarades, il y a de quoi être fier d'appartenir à l'UDEN. Du camarade premier secrétaire général de l'UDEN, le camarade Ndoye, à Abdourahmane, en passant par Castro et ma sœur et amie Awawad, je dis qu'il y a de quoi être fier d'appartenir à l'UDEN. Ces camarades qui sont et demeurent une référence pour des générations
ont contribué, au-delà de l'éducation, ont contribué. C'est des véritables militants du progrès. Je considère qu'ils sont des militants du progrès. Et ils ont usé, certains d'entre eux, de 2 leviers pour matérialiser leur contribution au progrès social. Ils n'ont pas hésité d'user du levier politique et du levier syndical. Je salue véritablement leur contribution. Camarades, pour ce qui est du sujet, je me félicite des communications de haute facture que nous venons d'entendre. Je dirais que sur la question de l'éducation, et spécifiquement de l'éducation, le traitement qu'ils en ont fait me donne entière satisfaction. Ma porte d'entrée dans ce débat, c'est la situation du dialogue social dans le secteur de l'éducation. Et je voudrais, si vous me le permettez, souligner que cette situation est due à la conception que l'autorité fait de la revendication. L'action syndicale au niveau de l'éducation est conçue par l'autorité d'une certaine manière qui fait qu'il y a des perturbations récurrentes dans le secteur. L'autorité considère que l'action syndicale dans le secteur de l'éducation ne menace pas son fauteuil parce que les effets sont différés. Les effets néfastes, je devrais dire, sont différés. Une année blanche, un quantum horaire qui n'est pas atteint, impacte la qualité des ressources humaines du pays. Mais c'est différé, ça ne menace pas son fauteuil. Comparativement à une grève économique enclenchée par le secteur du pétrole, mon secteur d'origine, ou enclenchée par le secteur du transport qui impacte toute l'économie, ce genre d'activité syndicale interpelle directement et l'autorité s'empresse pour trouver des solutions. Nous devons travailler à changer cette conception que l'autorité a de l'action syndicale. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que nous devons travailler pour faire comprendre à l'autorité que la revendication, la conception qu'ils ont de la revendication doit être changée. Ils considèrent la revendication comme un moyen de chantage syndical. Or, la revendication est un facteur de progrès. Et cela, le mouvement syndical l'a prouvé dans l'histoire. Le temps ne nous permet pas de développer sur ces questions, mais nous trouverons des solutions. Quand on voit des travailleurs porter des brassards rouges, le fond est mal compris. Le mouvement syndical trouvera toujours le moyen d'utiliser des armes qui lui soient favorables. Le port du brassard rouge est parti des pays asiatiques. Le système économique des pays asiatiques est planifié. Quand on produit moins, ça impacte l'économie. Quand on produit plus, ça impacte l'économie comme si on avait fait une grève pour ne pas produire. Les ouvriers asiatiques, quand ils sont mécontents, ils portent les brassards rouges et faisaient monter la production très haut dans une économie planifiée. Ça fait mal, comme si la production était rabaissée. Voilà l'origine des brassards rouges. Donc, camarades, je suis confiant qu'on trouvera toujours des solutions à nos problèmes. Et je le dis parce que cette 4e révolution industrielle menace véritablement le mouvement syndical. Cette 4e révolution industrielle a réuni toutes les conditions pour déclencher la crise de l'obsolescence humaine et nous devons faire face à l'avenir pour ça. Je vous remercie. Et saluer chaleureusement et féliciter le secrétaire général de l'UDEN, Abdourahmane Gueye. Un homme très courtois,
Ça, je le dis. Un homme très courtois avec beaucoup de valeur. Ça, je le dis et je le réitère, mais un syndicaliste, et quand même, qui défend les intérêts matériels et moraux des adhérents. Ça aussi, il faut le lui reconnaître. Je voudrais vraiment vous saluer au nom du ministre de l'Éducation nationale, mais saluer tous ceux-là qui sont dans cette salle et dire que je suis très ému parce que j'ai rencontré le camarade Mamadou Diop Castro, que je connais très bien, certainement qui m'a oublié parce que je voudrais juste dire que j'étais militant de l'UDEN. J'étais un militant de l'UDEN dans les années 90-97. On était ensemble lors du congrès de 97, je crois à l'université si je ne m'abuse. Et j'ai encore des souvenirs de vous dans des photos. Dire en tout cas que le ministre de l'Éducation nationale le dit et il le répète, qu'il fait partie du G7. Et d'ailleurs, il dit que lui, c'est le G8 qui se trouve dans le G7. Donc, c'est quelqu'un qui œuvre inlassablement, n'est-ce pas, pour revaloriser la fonction enseignante. Ça, je crois que c'est le premier axe stratégique du ministère de l'Éducation nationale et il le fait chaque jour. Chaque jour, il est avec les enseignants, avec le G7 pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans le système éducatif. Il sera là demain avec vous. Il sera là, mais il m'a juste demandé d'accompagner M. Abdoulaye Cissé et tous les autres qui m'accompagnent pour en tout cas rester avec vous, montrer notre solidarité, notre satisfaction dans la collaboration avec le secrétaire général et tous les militants de l'UDEN. Je voudrais juste dire, peut-être j'ai dit que je ne voulais pas aborder les aspects techniques, mais quand on parle de refondation quand même, on a parlé de révision, on a parlé de refonte, mais on est dans une refondation. Nous sommes dans un processus et véritablement, nous n'avons pas lancé à fond la machine. Et certainement, on y sera. On ne peut pas parler de société éducative sans que tout le monde soit dans la chose pour accompagner, donner sa contribution. Je crois que de cette façon-là seulement qu'on pourra aboutir à des résultats. Nous avons confiance parce que M. Abdoulaye Cissé qui est là, qui est le président du comité technique, comité scientifique plutôt, en a les capacités et tous ceux-là qui sont autour de lui vont œuvrer pour qu'on en arrive. Je voudrais juste terminer qu'on doit avoir de l'espoir, comme le disait quelqu'un, seule l'attente est magnifique et nous pensons que nous pourrons avoir de très bons résultats à la fin, n'est-ce pas, de ce processus-là. Dire encore une fois que nous sommes dans une situation assez difficile et compliquée pour le système éducatif, mais nous pensons, et ça c'est un appel que je lance, une demande que je formule à l'endroit de la partie syndicale, mais à l'endroit de toutes les familles d'acteurs, n'est-ce pas, pour qu'on puisse en tout cas mettre au centre de toutes nos préoccupations l'enfant. L'enfant est au centre de nos préoccupations. Et pour cela, nous devons essayer de trouver une solution à la crise qui sévit aujourd'hui dans le système éducatif et trouver une solution beaucoup plus structurante pour qu'on puisse retourner en classe. C'est sur ces mots-là que je voudrais encore une fois demander au secrétaire général et tous les autres secrétaires généraux qui sont ici présents d'œuvrer dans ce sens-là pour que le 13, qu'on puisse retrouver les classes au bénéfice de notre système éducatif et des enfants. Merci beaucoup. Je dois dire qu'on doit présenter des excuses évidemment à tous les camarades qui ont été interrompus, mais chacun peut comprendre que nous avons démarré tard. En conclusion, moi je voudrais juste remercier encore une fois, j'aurai peut-être l'occasion de le faire demain, d'économiser, mais sur les 2 minutes, c'est rappeler que
parler de société éducative, de financement de l'éducation ou de marchandisation, l'essentiel pour nous, c'est que nous devons davantage nous mobiliser pour que le droit à l'éducation puisse être une réalité pour tous les enfants. Nous sommes en 2026, il est inconcevable qu'un jour de travail, qu'on trouve encore des enfants qui ne soient ni dans nos écoles classiques, ni dans les écoles privées, ni dans les daras. Cela doit faire l'objet d'une forte mobilisation de la communauté. C'est une injustice. Si nous avons été à l'école, c'est parce que d'autres ont cotisé pour nous, y compris ceux qui ne sont pas à l'école. Donc ça, pour nous, il faudrait que, quelle que soit la réflexion, qu'on puisse nous déterminer à dire que d'ici 4, 5, 6 ans, nous devrons adresser cette question-là de manière drastique. Mais malheureusement, les signaux ne sont pas au vert. Parce que quand on a les TBS stagnent jusque-là, 85%, comme si on était saturé, on ne peut pas faire plus. Quand on regarde le taux de brut de préscolarisation, 25%, c'est encore des difficultés. Donc, redoublons d'efforts pour que le sens de l'éducation puisse être une réalité, en lien évidemment avec le taux d'alphabétisation. Deuxième message, c'est le financement. Nous pensons qu'en termes de financement de l'éducation, les ressources publiques devraient être orientées vers les plus démunis. Les écoles les plus démunies, c'est particulièrement les écoles publiques. Les zones les plus démunies, ce sont les zones frontalières, l'intérieur du pays, les îles, les zones montagneuses. Les individus les plus démunis, ce sont les filles, les enfants handicapés. Nous devons faire preuve d'humanisme et de générosité pour ne pas continuer à entretenir cette distance sociale. Enfin, sur la gouvernance, nous pensons qu'il faut qu'on puisse articuler davantage ce que nous faisons. Il y a trop de réformes, trop d'initiatives pour nous qui sont isolés. Comment les articuler, c'est important. Articuler l'offre publique à l'offre privée. Il n'est pas acceptable que quand des gens sortent d'une offre quelconque, qu'on voit qu'il y a une confrontation. Cela ne devrait pas être le cas. Donc comment travailler à être plus holistique en articulant les initiatives, ça pour nous c'est aussi un engagement essentiel. Au total, nous pensons que notre pays a toutes les ressources nécessaires, a tous les leaderships nécessaires pour faire progresser cette éducation, sans lequel, évidemment, autonomie. Sur deux appréciations. La première, c'est celle de notre sœur Awad, et ensuite le secrétaire général de la Fédération, qui considère pour le dialogue social qu'il y a une approche assez particulière. Le premier point que je développe, il faut qu'on considère que le secteur de l'éducation est un secteur très sensible. Toutes les populations sont arrimées au secteur de l'éducation. Car dans chaque famille, il y a un élève et à chaque fois qu'on parle d'éducation, il y a un ressenti des populations. Le deuxième élément, ce que nous engageons comme budget, c'est assez important et aujourd'hui, toutes les populations ont l'habitude de dire que c'est l'éducation qui bouffe le plus, alors que nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qu'on donne même à l'éducation, Cheikh Mbow l'a dit. Le présentateur nous parle de basculement. À partir de ce moment, il est important que tous les paramètres d'analyse basculent également vers la société éducative. Et parmi ces paramètres, il y a le dialogue social. Nous, dans notre communication, et on va donner ça à l'UDEN, nous avons convoqué 3 fonctions, une fonction sociale, une fonction institutionnelle, mais pour dire même une fonction sociétale, pour nous arrimer à la société éducative. Le deuxième point, c'est de considérer que dans cette dynamique, il nous faut un dialogue intergénérationnel parce que c'est un apprentissage tout au long de la vie. Mais également, c'est un... Donc intergénérationnel. Mais également, la société éducative considère les terroirs dans leurs différences et dans leurs spécificités. Ça veut dire qu'il doit y avoir un dialogue des territoires. Et en dernière instance, reconsidérer, quand quelqu'un l'a dit, que dans la représentation, qu'on nous parle d'une représentation bipartite par une bipolarisation entre l'État et les syndicats, tripartite parce qu'on inclut le dialogue social en tant que comité, il nous faut aller vers un multipartisme quand nous parlerons de société éducative. Je vous remercie. C'est des enseignants, c'est des techniciens
Ils doivent mieux s'organiser pour marquer leur empreinte dans les réformes souhaitées. Le Sud-Est était allé aux États généraux avec une bagatelle de 200 propositions pour sauver l'école et la fonction enseignante. Et la prégnance du Sud-Est était essentielle dans les orientations des États généraux. Au niveau des assises nationales, les assises nationales ont parcouru les mêmes distances annoncées tout à l'heure pour aller faire des consultations citoyennes. Les assises nationales sont allées partout, dans les régions, dans les départements, dans les chefs, sont allés voir les chefs religieux. Il y a eu un organigramme issu des assises nationales. Le nouveau type de Sénégalais qu'il faut former. Mais tout cela est dans les tiroirs. Il faut exhumer les conclusions des assises nationales pour pouvoir les intégrer dans la dynamique actuelle. Les syndicats doivent s'unir, se réorganiser, avoir une délégation syndicale, marcher ensemble, réfléchir ensemble, frapper ensemble, évaluer ensemble. Il ne s'agit plus de marcher, de frapper ensemble et de marcher séparément. Dès qu'on se sépare, les gouvernements rangent les conclusions dans les tiroirs. Restez unis, restez forts, restez solidaires, restez constructifs. L'avenir appartient aux conquérants. Merci, monsieur le modérateur. Moi, je vais intervenir sur 2 points seulement. En réponse à beaucoup de choses, parce que le temps nous était compté. Mais moi-même, je suis coordonnatrice de la cellule genre du ministère des Transports terrestres et aériens. Ma sœur, Madame Sawar, sait quelque chose. Donc, les avancées significatives qui ont été faites par le gouvernement du Sénégal en matière de genre, en politique de genre, franchement, je ne les ai pas énumérées, mais quand même, je les ai brossées un peu et le document en parlera, Inch'Allah. Maintenant, pour l'autre question, c'est une contribution que je valide, c'est celle de Ndeynar, par rapport à l'attente, n'est-ce pas, de la communauté sur les enseignantes. Tout en ne taisant pas quand même certaines attitudes, effectivement, qu'il faut déconstruire. J'ai l'habitude de dire que si nous voulons vraiment aller de l'avant, il nous faut faire un diagnostic courageux. Ce que les femmes font dans les écoles, franchement, ça ne va pas avec la promotion du leadership féminin, d'un leadership féminin fort. Ndiaye mek, absentéisme, les retards, ne pas vouloir aller dans les grandes classes, rester toujours au CICP. Quand on allait, on ne vient pas. Quand sa bonne est absente, on ne vient pas, etc. Ça ne va pas avec vouloir batailler des places aux côtés des hommes. Bon, je ne vais pas trop tirer parce que le temps, voilà. Mais en gros, je sais que nous allons davantage consolider et renforcer, en tout cas, toutes les pistes de solutions jugées nécessaires pour nous permettre d'arriver à cette société éducative avec vraiment beaucoup de cran et beaucoup de responsabilités. Merci. Je tiens à relever 3 choses importantes. La question des femmes. On ne l'a pas mis comme tête de chapitre ou de section. Parce que ça relève de la dignité et de la cohérence. On ne peut pas parler de société éducative lorsqu'elle ne combine pas les énergies de l'homme et les énergies de la femme. Si nous leen boolewul électricité du am dara du tak, problème bi foofu la nekk. Quand on pense qu'on peut refonder une société uniquement avec un signe positif, des signes négatifs, électricité do am. Il y a beaucoup de paramètres que nous avons intégrés et que vous verrez dans le document qui sera partagé. Mais nous sommes sur la même fréquence. Et en plus de cela, Wadeni ñoy siñuy sang man nanguna. La deuxième chose, ça concerne
la conduite du changement. Société éducative, comme je l'ai dit tantôt, personne ne connaît actuellement son contenu. J'ai l'habitude de l'identifier en termes de parabole à la grossesse. Une femme qui vient d'être enceinte et qui ne sait pas encore quel enfant va naître. On se mobilise, on l'entoure, on prodigue des soins, mais on ne sait pas ce qui va naître. Et quand on accepte cette humilité, c'est cette espérance que nous allons accueillir tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons co-construire. Rien n'est encore figé. Et il faut se réserver d'être dans les logiques anciennes qui consistent à dire « yen defulen ». Ku joxoñ rek mi ngi tàmbalee di yàq le processus. Chacun de nous, chacune de nous est porteuse et porteur d'une partie de cette vision. Il faut la mettre sur la table pour qu'ensemble on co-construise cette société éducative. La troisième précision que je veux apporter, vous savez, tout à l'heure, les secrétaires généraux ont dit que le gouvernement n'entend pas le langage syndical. Les syndicalistes ont un langage, mais qu'il faut décrypter. C'est comme un enfant qui a faim et qui crie. Il n'a pas besoin qu'on le frappe ou qu'on le sermonne. Il a besoin qu'on lui donne à manger. Ça me fait la transition sur les langues nationales. Notre frère Kanouté qui disait qu'il est soninké et ne parle pas soninké. Aujourd'hui, on traite la question des langues nationales uniquement sur le plan linguistique. Il faudrait qu'on change de paradigme. Les langues nationales ont notamment 3 dimensions fondamentales. C'est la linguistique, c'est la sémantique, ce qui donne sens, mais on est à l'ère pré-quantique ou du quantique. Aujourd'hui, les Africains sont à un point de bascule extraordinaire par rapport aux langues nationales. Vous savez pourquoi? Des études montrent que les langues indo-européennes que l'on utilise sont des langues qui ont plus utilisé l'hémisphère gauche du cerveau. C'est des langues numériques, algorithmiques. C'est pourquoi ils utilisent l'IA et ont peur de l'IA. Les langues africaines sont des langues quantiques qui sont vibratoires et qui ont plus utilisé l'hémisphère droit du cerveau. Donc aujourd'hui, en les développant, nous nous réconcilions avec une puissance extraordinaire que le Nord, les pays du Nord n'ont pas. Je vous le dis, j'ai commencé à l'expérimenter. Je prompte avec l'IA à partir de la sémantique des langues nationales. Et ça donne des résultats insoupçonnés et insoupçonnables. Donc ce sont des paradigmes nouveaux qui donnent de l'espoir et un repositionnement que les autres ont perdu. Je voudrais pour terminer vous féliciter et féliciter surtout le doyen Castro. Moi j'ai besoin du texte de sa présentation. Vous savez, Dengen Komine, c'est votre camarade, mais il est porteur d'une vision humaniste très généreuse. Très généreuse. Vous savez, l'université ne fait plus de symposiums. Vous entendez des colloques, vous entendez des séminaires et des ateliers. Le symposium, c'est ce qui est réellement démocratique. C'est là où on vient présenter et on écoute les autres. On partage dans le débat. Vous êtes parmi les rares à faire des congrès avec des symposiums. Je voudrais juste vous dire merci, doyen, et merci aussi pour m'avoir invité. J'ai la tâche de vous donner une petite synthèse, je dis bien petite synthèse, dans la mesure où d'abord
la richesse des interventions et des discussions de la salle seront difficilement reflétées. Ensuite, parce que vous avez subi pendant plus de 3 heures de temps toutes ces discussions et nous avons des manifestations dans la salle qui montrent que l'attention n'est plus là. Alors, j'ai choisi de vous parler de quelques lignes que nous pouvons retenir de nos discussions. Nous avons d'abord une problématique que nous devons comprendre. Je crois que l'éclairage du professeur Cissé a été très utile à ce niveau-là. Notre problématique n'est pas une problématique d'innovation, ce n'est pas une problématique de réforme, c'est une problématique de transformation ou de refondation. Donc, il est important que vous tous, pour pouvoir contribuer, que vous mettez dans cette perspective. Une innovation, c'est quelque chose de nouveau qu'on fait entrer dans le système. Une réforme, elle peut être une réforme d'ordre quantitatif pour étendre l'accès, ou bien être d'ordre correctif ou adaptatif. Par exemple, comment aujourd'hui les programmes, on peut les adapter à telle réalité ou à telle autre réalité. Ceci, c'est des réformes. Les réformes pédagogiques, c'est aussi des réformes. La transformation repose les bases du système. Quelle nouvelle base on doit donner au système éducatif? C'est cela que pose la refondation. C'est pourquoi les camarades qui ont critiqué leurs conditions de travail, ce que l'école n'est plus, etc., en fait, se mettent dans le cadre de la remise en cause de l'école et donc dans le cadre de la refondation. Ceci dit, la compréhension partagée d'une société éducative dans une vision, même si on ne l'a pas encore structurée de la façon attendue et dont a parlé tout à l'heure M. Cissé, nous devons avoir au moins une vision partagée de cette société éducative pour pouvoir nous tous réfléchir et y contribuer. La première chose, il a lancé l'idée de basculement que je traduis par une expression nous qu'on aimait bien, le dépassement conservation. Il faut dépasser l'école, en même temps conserver l'école. Dépasser les limites de l'école, remettre en cause le monopole académique de la transmission du savoir. Cette remise en cause du monopole académique veut dire que d'autres sources, d'autres vecteurs de la transmission du savoir sont là dans la société. Elles ont pour nom la famille. On peut apprendre dans la famille. Elles ont pour nom les communautés linguistiques et culturelles. Elles ont pour nom les lieux de travail où se développent des connaissances et des savoirs et des compétences. Elles ont pour nom tous les lieux de l'économie, du culturel, du loisir, du sport en particulier. Tous ces lieux deviennent des lieux d'apprentissage. L'école n'a plus le monopole de l'apprentissage. Et ceci est en lien avec les mutations que nous vivons et dont la plus forte est la mutation technologique, qui devient aussi une source de savoir et une source d'apprentissage. Les élèves aujourd'hui, s'il s'agit de savoir, peuvent aller apprendre en dehors du maître.
Et c'est cette multiplication des lieux de savoir qui font ce qu'on appelle l'apprentissage tout au long de la vie. Et cet apprentissage tout au long de la vie signifie qu'on peut apprendre partout, à tout moment et à tout âge. Mais il faut que ces opportunités soient créées dans la société pour qu'on puisse le faire. Ces opportunités ne sont pas isolées. Et cela remet en cause aussi une autre conception de l'école, c'est la conception insulaire de l'école. L'école n'est plus un îlot. L'école est en interaction non seulement avec le milieu culturel, le milieu social, mais même avec le milieu économique, le milieu du travail, etc. Et l'approche de l'éducation ne sera plus une approche axée simplement sur le secteur de l'éducation. Ce sera une approche multisectorielle ou intersectorielle avec des projets intégrés d'éducation. Comment voulez-vous, par exemple, faire l'éducation à l'environnement sans le ministère de l'Environnement? Ça n'a pas de sens. L'éducation en environnement se fait avec le ministère de l'Environnement. Comment voulez-vous faire l'éducation à l'emploi sans le ministère de l'Emploi? Donc c'est une autre conception de l'école qui doit être là. L'école ne disparaît pas, mais elle s'ouvre. Et en s'ouvrant, vous comprendrez pourquoi il disait tout à l'heure que l'enseignant va devenir un médiateur. Si le savoir se trouve partout et que l'élève peut aller le chercher partout, il faut que quelqu'un puisse être là pour faire la synthèse et mettre la cohérence au niveau de l'élève. Et c'est cela le médiateur. Il devient un médiateur du savoir. Il n'est plus le détenteur du savoir, il est le médiateur du savoir. Cela, donc, pour une compréhension de la société du savoir. Maintenant, le problème de la construction de cela. Je crois que peu de gens comme moi, parce que je viens de le découvrir, savent que Dakar est une ville apprenante. Je travaillais sur un document et je vois Dakar, ville apprenante. Mais en réalité, est-ce que nous sommes ville apprenante ou nous sommes sénégalais simplement? Sénégalais, dès qu'on dit le mot, on croit que la réalité existe. Parce que très souvent, chez nous, c'est comme ça. Il suffit d'avoir le mot pour dire que ça existe. Dakar, ville apprenante, moi, je ne sais pas quelle est la réalité de cela. Peut-être certains d'entre vous seront mieux informés que moi. Mais ce que je veux dire par là, cela fait partie de la construction de la société apprenante, de la société éducative. S'il n'y a pas de communauté apprenante, il n'y aura pas de société éducative. Il faut que partout, dans les loisirs, dans la culture, dans l'art, partout, se construisent des communautés apprenantes. C'est-à-dire, au sein de n'importe quel milieu, on doit capitaliser les savoirs. Quel que soit le milieu, on doit capitaliser les savoirs, capitaliser les compétences et pouvoir les transmettre à d'autres. C'est l'existence de ces communautés apprenantes partout qui permet d'avoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie et en même temps de construire des sociétés éducatives. Dans notre cas, nous avons un problème. Notre problème, c'est que nous devons tenir compte de notre contexte. Et un des premiers problèmes de notre contexte, c'est comment apprendre à nos jeunes ce que nous savons peu faire. Penser par nous-mêmes.
Pensez dans nos langues, pensez dans nos cultures, pensez dans notre façon de voir le monde, pensez à travers notre conscience historique, c'est-à-dire savoir d'où l'on vient du point de vue de l'histoire, comment nos sociétés sont arrivées jusqu'au présent, qu'est-ce qu'elles sont dans le présent et qu'est-ce qu'elles vont devenir dans le futur. Cette conscience historique que nous n'avons pas encore construite dans nos écoles. Pensez dans nos langues, que nos langues deviennent des véhicules d'abstraction et de conceptualisation, des véhicules de science et de technologie, pas seulement pour les contes et les légendes. Comment arriver à cela? Et surtout, comment faire en sorte que l'école prenne en charge les problématiques de développement du milieu environnant, que les connaissances scolaires ne soient plus abstraites, mais qu'elles soient apprises en interaction avec les problèmes de santé, avec les problèmes de culture, avec les problèmes d'agriculture, avec les problèmes d'élevage, avec tout ce qui se passe dans le milieu, pour que l'école apprenne aux jeunes générations à transformer leur milieu, c'est-à-dire à développer l'auto-emploi, l'emploi et l'entrepreneuriat. Ce sont là les enjeux. Je me limite à ça pour ne pas trop vous ennuyer et je vous recommande fortement à partir de cette introduction de mettre en place un dispositif permettant d'approfondir tout ce qui a été dit ici, d'élaborer en profondeur et de pouvoir avoir une contribution décisive au moment où vous devez participer au dialogue sur les politiques éducatives et sur la refondation du système. Je vous remercie. Je crois qu'au sortir de ce symposium, nous pouvons dire que nous sommes une autre version de nous-mêmes. Comme l'a dit le camarade Mamadou Ndoye, modérateur de la session, à 3 ou 4 heures de temps de symposium, on a eu le temps de vraiment de perdre en concentration, on n'est plus patient, etc. On est à la fin de ce symposium, mais nous tous, nous savons que ce n'est que le début d'une réflexion que nous allons mener d'une autre façon, dans d'autres endroits, pour produire un document qui sera notre contribution que nous remettrons entre les mains de l'institution. La commission scientifique dont je suis le rapporteur et dont M. Mandaou Mbaye est le président, qui un peu malade a dû s'éclipser, remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. Nos remerciements sans fin aux camarades modérateurs qui, en dépit du grand âge, a fait montre de résilience, d'un grand intérêt pour la réflexion et pour le partage. Remerciements également à tous les panélistes pour leur fidélité à leur syndicat. Certains se sont peut-être éloignés de l'activité parce qu'à la retraite, par exemple, ou dans d'autres secteurs désormais, mais malgré tout, ils restent attachés à ce grand syndicat dont l'histoire se confond à celle du système
l'UDEN, faudrait-il le répéter, est un patrimoine du système éducatif sénégalais. Merci à tous ceux qui ont pris part à cette rencontre et à la prochaine fois, Inch'Allah, pour le partage de la synthèse. Du jour de 2 avril 1987, nous avons 39 ans d'existence. Et nous avons toujours respecté nos instances, la tenue de nos instances. Et nous en sommes à notre 10e congrès. Mais ce congrès se tient dans un contexte particulier. Et c'est pourquoi nous avons estimé devoir, pendant ce moment, organiser une réflexion. Il y a des réformes en cours depuis l'avènement de l'équipe gouvernementale issue de la 3e alternance, avec l'introduction de l'IA, du numérique, le projet NITE, l'introduction de l'anglais au niveau de l'enseignement élémentaire. Et l'UDEN a estimé, conformément à sa ligne syndicale, de ne pas être à la traîne du ministère, mais d'asseoir une réflexion autour de cette innovation. C'est pourquoi vous avez compris le sens de notre thème de congrès. Quelle contribution du mouvement syndical pour l'émergence d'une société éducative? Et nous avons pensé, pour le faire, organiser un symposium. Et ce symposium, nous avons invité le ministère de l'Éducation nationale, qui est le responsable ou le maître d'œuvre de ces innovations-là, pour lui demander pourquoi ces innovations-là, avec qui le ministère compte faire ces innovations-là, avec quels moyens et dans quelle gouvernance. Et à côté, nous avons invité nos propres militants qui aujourd'hui ont fini de montrer leur expertise et leur expérience. Par l'introduction de communication en sous-thème. D'abord, Mamadou Diop Castro, qui a été le 2e secrétaire général, avec le thème la coopération syndicale, internationale, nationale et sous-régionale. Kassadian, inspecteur, militant de l'UDEN, va nous parler de la pacification de l'espace scolaire, parce que nous estimons qu'on ne peut pas asseoir des réformes tant qu'il n'y aura pas la paix dans le système. Et nous avons aussi invité Cheikh Mbow, qui est aussi un militant de l'UDEN, à nous parler du financement endogène. Parce qu'on ne peut pas aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, asseoir des réformes si nous n'avons pas les moyens. Et enfin, conformément à notre raison d'être, l'UDEN a théorisé ce que nous avons appelé l'importance des femmes et des jeunes dans le mouvement syndical. Nous avons demandé à l'une des nôtres, aussi inspectrice de l'enseignement, de nous parler du rôle des femmes dans la perspective de ces réformes. Et cela nous permettra d'asseoir une réflexion qui serait en tout cas une contribution, et cela montre l'importance de notre organisation syndicale. Nous ne voulons pas rester une force de revendication, mais nous voulons aller au-delà par des contributions, parce que cette école-là, c'est notre raison d'être. Nous sommes adeptes de l'école publique de qualité, parce que l'école publique, c'est l'école du peuple, c'est l'école des démunis, et cette école-là, on doit la renforcer pour qu'elle continue à jouer son rôle d'antan. Nous tous savons que si nous voulons asseoir quelque chose, mais naturellement, il faut la faire dans un climat apaisé. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 7 mois, pratiquement, nous sommes en grève. Et nous souhaitons de tout notre cœur que cela soit dépassé pour que les enseignements apprentissages puissent continuer, que les enfants puissent aller à l'école, terminer et faire leur examen. C'est le souhait le plus ardent, en tout cas, de notre mouvement syndical. Mais cela a un prix. Je crois que le gouvernement doit comprendre que les syndicats ne sont pas là pour co-gérer avec, mais les syndicats sont là pour apporter leur input
C'est pourquoi il est important, il soit important qu'on leur accorde une oreille attentive.